en raison de l'évolution des bases décidées par l'État, sont les taxes foncières et les taxes d'habitation, ce qui permet de compenser les pertes de recettes sur le chapitre dotation et participation qu'on verra ensuite. La municipalité élabore des prévisions de recettes raisonnables pour construire un budget au plus près de la réalité. Impôts et taxes, 5 300 000 euros de taxes foncières et habitation, en progression au regard de l'évolution des bases, environ 50 000 euros ou 1%, 1 258 000 pour l'attribution de compensation qui reste identique. Ce montant a déjà été confirmé par le Grand Avignon. À noter, le versement sera mensuel au lieu de annuel. 183 000 euros, le fonds de péréquation qui reste identique. 30 000 euros de taxes locales sur la publicité extérieure qui est en légère progression, mais sur lequel on est allé quand même raisonnablement. 280 000 euros de taxes sur les droits de mutation, hypothèse raisonnable aussi, de recettes identiques. Les dotations et participations, 590 000 euros de dotation forfaitaire, 120 000 euros de dotation de solidarité rurale, 108 000 euros la dotation nationale de péréquation, 280 000 euros la participation d'autres organismes. Donc il y a une baisse de 100 000 euros car le solde des travaux de la place ont été perçus en 2020. 220 000 euros la compensation d'État sur les exonérations fiscales. C'est un dégrèvement sur les bas revenus qui est supporté par l'État et qui est compensé. Les produits des services, 250 000 euros les redevances scolaires et périscolaires, en hausse de 30 000 euros, 62 000 euros le service loisirs, 43 000 euros les concessions au cimetière, 43 000 euros le remboursement de frais par le CCAS, ce sont les divers loyers, 33 000 euros les autres redevances diverses, 22 000 euros le redevance d'occupation du domaine public et 27 000 euros la mise à disposition du personnel CCAS qui est en augmentation de 7 000 euros puisqu'il y a une charge supplémentaire. Autre recette, 95 000 euros, c'est le revenu des immeubles qui appartiennent à la commune. La section d'investissement, les dépenses d'investissement en 2021, elles concerneront principalement les bâtiments communaux, la voirie, les écoles et la sécurité. À ces travaux s'ajoute un certain nombre de dépenses à caractère obligatoire avec la mise aux normes de plusieurs équipements. Environ 193 000 euros de reste à réaliser. À noter que le poste affecté au remboursement de la dette baisse de 100 000 euros. Les travaux obligatoires, 50 000 euros d'accessibilité des 2 gymnases. Donc c'est la DAP. 35 000 euros l'alarme incendie Pagnol en raison de l'accroissement des effectifs scolaires. Donc nous avons maintenant plus de 600 élèves et nous changeons de catégorie. Plus Folar, qui va être doté d'une alarme anti-intrusion et de système de badge. 71 000 euros, c'est la conformité gaz, les chaufferies maternelles Pagnol, Perdiguier, Cassini et la cuisine centrale, plus la conformité électricité de tous les bâtiments. 11 000 euros sont les poteaux à incendie, les changements de poteaux endommagés plus les nouveaux équipements, et 15 000 euros la conformité des jeux enfants plus la conformité des équipements sportifs. Les travaux de voirie, 94 000 euros l'aménagement du carrefour avenue Général Leclerc, chemin de Rodolphe, 80 000 euros pour le lotissement Lotirama, 45 000 euros pour la réfection de trottoirs rue Follard et avenue Marcel Pagnol, 22 000 euros le pub de la route des Portugaises, 27 000 euros la réfection d'une placette au Canonnet et 40 000 euros pour des aménagements divers, chicanes, plateaux traversants, création d'une rampe pour quai à déchets au centre technique municipal. 40 000 euros comme enveloppe de secours en cas d'urgence qui pourra être réaffectée sur d'autres projets en fin d'année. Alors, école, périscolaire et jeunesse, 17 000 euros l'acquisition de matériel informatique et de mobilier au secteur enfance-jeunesse, 41 000 euros l'acquisition de matériel informatique et mobilier éducation restauration, 40 000 euros la climatisation du réfectoire plus 3 classes à Pagnol et une classe à Cassini,
30 000 € de travaux d'hiver dans les écoles, isolation, double vitrage, revêtement. 15 000 € la fibre pour l'école Pagnol. 14 000 € de petits travaux en régie et 450 000 € le renouvellement de la provision pour le futur groupe scolaire. Alors, les travaux dans les bâtiments communaux. 440 000 € la rénovation et l'extension de la bibliothèque Takaya. 67 000 € l'aménagement du local à archives. Doublage des murs, déplacement du réseau d'eau, électricité, auvent sur la rampe d'accès escalier. 71 000 € la rénovation énergétique de la mairie annexe et des archives. La réfection de l'ensemble du système de chauffage et de climatisation et du système de ventilation qui est complètement obsolète. 60 000 €, une enveloppe pour imprévu. 60 000 € d'études diverses, architectes et diagnostics. 14 000 € les petits travaux, les murs du dojo et le grillage du stade. Et 15 000 € des bornes interactives pour le cimetière, plus les badges. Les autres dépenses d'investissement, 112 000 € l'acquisition de la gare, 23 000 € l'acquisition d'un nouveau véhicule pour l'APM, 32 000 € pour le déploiement de la vidéoprojection, avec un plan sur 3 ans de 72 000 €, 20 000 € l'étude de mobilité qui est lancée, 50 000 € de matériel divers pour différents services, notamment le matériel pour les élections, la sonorisation et le podium, 10 000 € pour renouveler le site internet de la commune qui est devenu obsolète et 10 000 € pour des travaux dans les dortoirs de la crèche. Les restes à réaliser. Les travaux et dépenses listés ci-dessous ont été engagés en 2020 ou 2019, mais seront finalisés en 2021. 40 000 € les études pour les travaux de la bibliothèque. 41 000 € pour les études de la bibliothèque. 9 500 € pour la révision du PLU. 100 000 € pour les toitures photovoltaïques de l'espace Robert Dion et de l'école Marcel Pagnol. 17 000 € les travaux d'électricité divers, remplacement de candélabres principalement, et 8 000 € l'étude du parc informatique. Les recettes d'investissement, elles sont principalement alimentées par l'autofinancement, les amortissements et le fonds de compensation de la TVA, la taxe d'aménagement avec une prévision raisonnable, la cession d'un terrain communal pour 144 000 € rue Crillon, 150 000 € de restes à réaliser de recettes. Ces recettes pourront être augmentées par des subventions d'équipement. Alors, les principales recettes, 1 900 000 autofinancement prévisionnel, 200 000 € la taxe d'aménagement, c'est une estimation, 185 000 € le fonds de compensation de la TVA, 290 000 € d'amortissement et 144 000 € la vente du terrain rue Crillon. Les restes à réaliser, 40 000 € le FRAT 2019 de la voirie et de la halle, 68 000 € la contractualisation départementale 2018, 35 000 € la contractualisation départementale 2017, 6 500 le dortoir maternel Pagnol et 6 200 de FRAT de 2017, le Fonds régional d'aménagement territorial. Les demandes de subventions, 100 000 € de contractualisation départementale pour le projet gare, 350 000 € pour le projet gare et 200 000 € pour le projet gare également. 22 500 € le projet gare qui a été validé par le Grand Avignon. 120 000 €, ce sont les travaux pour le local des archives. Voilà. Merci Madame Fabre. Merci Monsieur le maire. Des commentaires, des interventions? Je vous en prie. Oui, on a plusieurs interrogations, bien sûr, mais c'est le but, hein, c'est le débat d'orientation budgétaire. Donc on va faire en deux voies. Moi, je vais faire plutôt la première partie, et puis Madame Thévenin parlera plutôt du PowerPoint. Très bien. Donc sur ces 42 pages, nous avons droit à 6 pages de cours de finances publiques de l'État, de l'Europe, une situation financière des années précédentes, mais à aucun moment nous n'avons une présentation des orientations que vous voulez donner à la ville.
Concernant le chapitre 3, taxes d'habitation, qui est le rappel de la réforme et l'évaluation du surcoût, quel est le pourcentage des ménages moriérois qui seront encore assujettis à la taxe d'habitation? Concernant les dotations forfaitaires, historiquement, la dotation par habitant est moindre sur Morières que pour les villes de la même strate. Un travail devait être mené. Y a-t-il des démarches qui ont été engagées sur ce point? Concernant la loi des finances, avec cette réforme, quelle va être la mise en place et quel contrôle vous allez mettre sur cette loi? Ensuite, concernant le retraitement des dépenses de fonctionnement, en 2018, nous ne notons pas de baisse depuis des dépenses réelles. Concernant les recettes d'imposition de la station d'épuration, qui était exceptionnelle, puisqu'il s'agissait d'une erreur qui avait été relevée par le DGS, précédemment. Donc là, c'est vrai que dans les années futures, on ne l'aura plus, ça. Ensuite, vous indiquez que 76% de vos recettes proviennent de recettes fiscales. Que comptez-vous faire pour diminuer cette pression fiscale trop élevée pour nos concitoyens? Vous parlez aussi de l'épargne brute. Nous savons tous que le budget de la commune s'articule autour d'un indicateur financier de référence qui est l'épargne brute. Mais nous ne retrouvons pas pour 2018, 2019 et 2020 les chiffres dans le document présenté. Pour la capacité de désendettement, qui augmente en 2020, vous passez de 5,28 années à 8,27 années de ratio de désendettement. Pourquoi? Le but n'est-il pas que l'épargne brute baisse? Enfin, concernant les dettes et les investissements, vous indiquez que 72% de la dette de la commune, soit plus de 5 millions, est à taux fixe, au taux moyen de 3,23%. Ce taux nous semble très élevé par rapport au taux actuel du marché. Comptez-vous renégocier l'endettement de la commune avec vos banquiers ou faire racheter les encours par d'autres partenaires bancaires? Enfin, nous lisons un emprunt avec un taux barrière de 4,46% de l'encours total. Pouvez-vous nous préciser les modalités du coût de cet emprunt pour la commune? À quel niveau, enfin, sera l'emprunt d'équilibre 2021? Et aussi, quel est le niveau d'investissement pour 2021? Alors, c'est beaucoup de questions, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on a besoin de réponses pour aller plus en avant et voir le budget prochain. D'où l'avantage, si possible, pour donner des réponses précises, de les avoir au moins 48 heures avant. On verra après pourquoi c'est 48 heures au lieu des 72 heures, ce qui nous permet de vous donner des réponses précises à la décimale près, ce qui là me paraît un petit peu difficile. Le problème, c'est qu'on a toujours l'ordre du jour que 8 jours avant, donc on n'a vraiment pas le temps de préparer et de faire passer les questions en avant. C'est vrai. C'est vrai que c'est une période qui a été difficile. En fait, vous le savez, Madame Dubois, parce qu'on se voit régulièrement, le PLU nous a occupés, comme vous pouvez l'imaginer, vous savez comment ça fonctionne. Bon, on est débarrassé de ça, si j'ose dire, entre guillemets, et aujourd'hui, mais en même temps, on faisait les deux, quoi. Et le temps de se consulter, d'attendre et prendre les informations, ça nous a mené, mais on vous a, reconnaissez-le, tenu régulièrement informés. Nous avons des retards dans tel domaine, nous avons des retards dans tel domaine, et au besoin, au coup par coup, même dans les commissions, si des membres de l'opposition souhaitaient avoir, même en dehors de la commission, des informations, nous sommes ouverts et il n'y a aucun souci, vous le savez. Alors je vais essayer de vous répondre par les réponses qui viennent des cerveaux. Qui sont derrière. Voilà, il est quasiment impossible de baisser les dépenses pour répondre à une question que tout le monde logiquement se pose, car il y a des augmentations incompréhensibles. Ça, tout augmente, comme on dit, et c'est vrai que c'est difficile. Le pari que nous avons pris, c'est en tous les cas de ne pas les augmenter, de les maintenir. Alors, je ne vais pas dire le mot à la mode, le quoi qu'il en coûte, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, on le voit en ce moment, mais nous allons essayer de nous y tenir. Les orientations que vous avez souhaitées sont dans le PowerPoint.
On ne connaît pas encore le pourcentage de Moriérois imposable. L'ennui, c'est qu'on l'a avec un temps de décalage. Tous les ans, ça change, quoi. Hein, mais nous le notons. Et dès que nous aurons l'information, on vous la fera passer. Oui, nous avons démarché auprès de la préfecture, et durement, pour les dotations. Nous maîtrisons les dépenses pour ne pas augmenter les impôts, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a essayé de faire un budget par ric-rac, mais un budget cohérent, quoi, hein. On ne promet pas la lune, on fait avec ce qu'on a et avec des prévisions qui sont, compte tenu de la période que nous traversons, raisonnables et mesurées. Pour l'épargne brute. Pour l'épargne brute, oui. Il y a les courbes dans le document partie du ROB. C'est vrai, je ne sais pas si vous avez trouvé. Voilà, vous aurez donc les... Mais pas pour 2021. Très honnêtement, je ne me souviens pas. Je regarderai. Mais peut-être si on veut me faire passer la réponse. Oui, nous allons négocier les encours. Mais lorsque les emprunts sont anciens, c'est difficile, parce qu'une grande partie déjà des intérêts sont remboursés. Et négocier, car à l'époque, les taux étaient élevés. Donc c'est difficile de lutter contre les banques à ce sujet, quoi, hein. Pour le taux à 4,4%, ça, nous verrons. En ce moment, on est à 0,86. Mais ce qui a été négocié avant était négocié avant. Hein. Mais maintenant, à l'heure actuelle, c'est difficile de leur dire de nous faire. Bien sûr que tout le monde fait pareil, quoi, hein. Mais ils gagnent du temps. En attendant, vous payez l'encours, quoi, hein. Donc ramenez au moment où réellement vous aurez une diminution. Mais dès que nous avons l'information, on vous tiendra au courant, bien sûr. Renégocier, c'est vraiment essentiel. Mais en tous les cas, bien sûr. Oui. Il y a aussi le problème dans la renégociation des emprunts des... Zut. J'ai oublié le nom. Ça vous reviendra. Ça vous reviendra. Le taux 4%, c'est ça, j'en ai parlé. C'est vrai que c'est un emprunt que nous n'avons pas fait nous-mêmes, donc oui, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que ça se négociait à des taux qui étaient plus élevés, hein. Je veux dire que ce n'est pas forcément mal négocié, mais c'est que les taux étaient assez élevés. L'épargne brute, c'est à la page 14 du dossier de séance, et il y a un graphique pour ça. Est-ce que j'ai répondu succinctement? Je reconnais, parce que je n'ai pas forcément tous les éléments là sous les yeux, mais en tous les cas, ce que vous avez dit est noté et enregistré. Si quelque chose manque, et il vous manque dans les documents que vous avez, vous n'hésitez pas et on revoit ça et on vous le communique. Alors après, c'est vrai qu'on a des questions, mais peut-être que ce serait bien qu'on reprenne... thème par thème, si vous voulez, comme ça au moins... Si vous voulez, c'est possible. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Qui manipule le PowerPoint, là, voilà. Dépenses de fonctionnement, c'est ça? Voilà. Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées pour l'exercice 2021. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Allez, je prends le relais. Je vous en prie. Donc, on va aller sur la diapositive sur la masse salariale, si vous voulez bien. Voilà. Donc, nous nous interrogeons sur le taux de 1,5% d'augmentation indiqué en commission des finances, car après calcul, nous dotons une augmentation de 2,80%, ce qui correspond plus à la réalité de vos embauches précédentes et futures, collaborateurs de cabinet, policiers municipaux, personnel au service technique, etc., auquel s'ajoute la progression normale des salaires des agents dans leur grille indiciaire, le GVT. Ce taux de 2,80% est très élevé, sachant que le taux moyen d'augmentation globale pour le prochain exercice 2021 ne devrait pas dépasser 1,25%. Quelles sont les mutations en cours? Est-ce que vous répondez chaque diapo ou je pose toutes les questions? Je ne sais pas comment vous voulez procéder.
Si vous laissez le temps qu'on me donne oui, donc j'attends. la bonne, la bonne réponse. Il n'y a pas de problème. Pénalité de renégociation. Et bien souvent, actuellement, les pénalités sont supérieures que si on rembourse. Vous posiez une question sur l'épargne brute, Madame Thévenin. Je n'ai pas bien suivi. Sur la masse salariale. Non, là, j'étais sur la masse salariale. C'était vous, parce que j'ai une réponse pour Madame... Vous aviez, en commission finance, vous aviez dit une augmentation de 1,50%. Et nous, quand nous faisons les calculs, on se retrouve à 2,80. Alors, je ne comprends pas, parce que des personnes nous ont quittés, qui avaient de l'ancienneté, qui avaient des salaires supérieurs à ceux que nous avons recrutés. Je ne comprends pas comment il peut y avoir une incidence, d'autant que les recrutements ont été vraiment très modestes, quoi, hein. Il n'y a pas d'augmentation. Quand on regarde les cours 2021, comme 2019-2020, nous sommes sur... Il y a 2% sur l'année par rapport à l'année 2020. C'est ça, il n'y a pas eu... Ça on l'a revu. Je ne comprends pas comment vous arrivez à ce chiffre-là. Parce que nous avons vu, nous avons fait, pas les courbes, mais les cheminées, quoi, hein, et je vous assure que c'est, si vous voulez, on peut noter ça aussi, et on le reverra, on fait une mini-commission, si vous voulez, et on vous explique comment on est arrivé à ce chiffre-là, quoi, hein, parce que je me suis posé la question, moi aussi, sachant qu'il y avait eu un renforcement, c'est vrai, de personnes, mais il faut savoir que les personnes qui sont arrivées, ont des salaires qui sont inférieurs à ceux qui étaient là, qui avaient plus d'ancienneté, ce qui est logique. Donc ça a équilibré notre budget. J'ai craint ça. Et en plus, c'est la raison pour laquelle je me suis inquiété et qu'on m'a montré les cheminées qui étaient linéaires, quoi, hein. Donc je pense qu'on peut vous fournir ça et vous le commentez. Il suffira que nous déterminions une date quand vous voulez. Peut-être que vous avez prévu un chiffre maximum plus haut que ce que vous allez dépenser oui, ben, il y a toujours une évolution, puisqu'il y a une évolution logique des salaires, d'où les 1 et quelques pourcents. Oui. C'est ça, en fait. C'est pas par des recrutements, si vous voulez. On a incorporé les derniers recrues, les policiers, et même le remplacement d'un policier avec un qui sera à cheval, le temps qu'il soit effectivement à la retraite, et celui qui rentrera pour ne pas déséquilibrer aujourd'hui l'organisation de l'APM, quoi, hein. Et malgré ça, on arrive à ce résultat, quoi, hein. Voilà, on est bien à 1,5, donc ce qu'on me confirme, donc c'est la raison pour laquelle que peut-être il faudra ligne par ligne ouais. et poste par poste. Oui, voilà, hein. Ouais. Il faudra le revoir. Voilà. Okay. Ensuite. Alors, sur la diapositive, les charges à caractère général. Alors, vous parlez de faire des économies en répartissant les dépenses service par service, ce que vous m'aviez dit en commission. Par expérience, nous savons que les économies se font plutôt en mutualisant les services et non pas l'inverse, donc comme vous le préconisez. Donc, il apparaît ici clairement que certains services vont peut-être pâtir de cette nouvelle organisation, puisque le budget est en baisse sur cette ligne. Donc, on s'inquiète, on ne sait pas trop... je ne comprends pas votre question. Vous m'avez dit... Dans quel domaine voyez-vous une baisse? Dans les fournitures de petits équipements, vous m'avez dit en commission que ça baissait de 23 000 €, qu'on voit sur la diapositive, du fait que vous avez réparti le budget service par service. Oui, alors, je peux, vous donner une explication, à savoir que... Attends, je vais le mettre comme ça. Notamment pour les écoles. Nous avons commencé à équiper les écoles avec du matériel et donc ce qui a été acquis, entre autres des alarmes, c'est pas à refaire. Donc par rapport au budget précédent, c'est une économie de moins 23 000%, moins 23 000 €. On n'a pas réduit le budget, on n'a pas réduit la dépense, pardon. Ce que nous avons fait, c'est que nous n'allons pas remplacer ce qui a déjà été remplacé. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Ce que nous avons déjà fait n'est plus à faire. Oui, par rapport à l'ancien budget, nous allons faire suffisamment de choses avec 23 000 € de moins par rapport au précédent.
Ça aussi, si vous voulez voir dans quel domaine on réalise cette différence. Oui, c'est ça, on aimerait bien le savoir. Dans quel D'accord. domaine vous alliez faire cette baisse, surtout si c'est aux écoles. On est inquiet. Oui, ce que me dit le délégué à la petite enfance, principalement tous les achats Covid que nous avons fait, les stocks importants encore que nous avons accumulés font que on ne va pas les renouveler parce que il y a des péremptions dans certains produits et je ne vois pas l'utilité de continuer à stocker. Ça aussi, ça fait partie des 23 000. Mais si vous voulez, ça peut faire partie... Pour les masques et le gel, tout ça? Entre autres, masque gel. Je peux rendre la parole ? Oui, je t'en prie. Pardon, je vais passer la parole à Éric de Valconet parce que c'est lui qui l'a suivi. Si vous jugez un budget sur le petit équipement des fournitures, je trouve que c'est pas top au niveau des performances que vous nous octroyez, Madame Thévenin. Non, mais on sait... Juger un budget sur ce genre de dépenses, en plus de ça qui est en diminution, non, notre réflexion, c'était service par service, de diviser le service. Nous avons Madame Favre-Second qui est aux commandes de ce budget, avec Monsieur le maire, ont décidé de nous octroyer des enveloppes service par service, parce qu'avant, d'accord, sur la précédente mandature, ça partait dans tous les sens, rien n'était géré. Donc là, par contre, il nous a été alloué une enveloppe budgétaire sur laquelle on ne devra pas la dépasser. Et tant qu'à faire, si on peut minimiser nos dépenses, on le minimisera. Avant, quand on voit ce qui s'est passé sur le début de l'année, c'est parti dans tous les sens, mais les achats Covid qui ont été faits l'année dernière, je dirais, on a nécessité, les achats qui ont été faits au dernier moment et qui n'étaient pas prévus. Comme on l'a, nous, également, sur ce début d'année, où on risque de l'avoir encore un petit moment. Voilà, tout simplement. Nous avons fait un budget sur une période triennale, vous l'avez expliqué. Donc c'est ce qui a permis, si vous voulez, d'étaler certaines dépenses. Au lieu de, au coup par coup, on a besoin d'un projecteur, on va en prendre deux, on va mettre des tableaux numériques, on va acheter les tablettes, on achète les tablettes, on les programme, on les budgète et on l'étale sur 3 années. Quelle est la priorité? Donc par rapport au budget précédent, 23 000 de moins. Bien sûr qu'il y a des produits, c'est pas ça qui fait la grosse somme, quand même, il faut se le dire, mais ça en fait partie, si vous voulez. Je suis en train de revenir parce qu'il y a déjà des budgets sur lesquels on a travaillé, mais ça commence à faire à peu près 2 mois, donc c'est pour ça qu'il est important de revenir après dessus, et si vous voulez ligne par ligne, on peut le voir sur un tableau spécifique, par exemple, dans ce domaine-là. Moi, je suis ouvert à ça, je vous l'ai dit depuis le début. D'où l'intérêt, si vous voulez, d'avoir ça, parce qu'on peut, en conseil municipal, et puis pour les gens qui nous regardent et nous écoutent, qu'ils aient en même temps l'information qu'ils risquent de ne pas avoir en détail, en off, après, quand nous nous verrons. Vous augmentez 32 000 € les contrats de prestation de services, dont la convention de la police municipale du Pontet, qui doit correspondre... à quoi correspondent ces 32 000, puisque normalement la convention c'était prévu 12 000 € pour 6 mois, donc multiplié par 2, ça fait 24 000 €. Là, Madame Favre-Second vient de dire 28 000 €, donc il y a une petite différence, on voudrait savoir. Et quel va être le coût global donc, pour l'année 2021 de cette mise à disposition? Est-ce que c'est le personnel, le matériel? Donc est-ce que ça sera bien 24 000, 28 000 €? Est-ce qu'il y a de nouveaux contrats? Puisqu'aller à 32 000, on ne sait pas s'il y a des nouveaux contrats. Et parce que 32 000, ça correspond à un point de fiscalité, et donc on s'étonne. Non, alors, une explication pour ça, c'est volontairement surestimé. Vous avez raison. C'est 12 000 par 2, ça fait 24. Ça sera à cheval. Mais on estime que si, par exemple, dans le cadre, ils sont là pour un temps bien précis qui est budgété. Mais imaginez qu'il se passe quelque chose, donc ils sont obligés de déborder des heures, faire intervenir les officiers de police judiciaire, de la gendarmerie, assister, aller faire des rapports, etc. Au lieu de venir faire 3 heures, ils vont faire 5 ou 6, s'ils sont 2 ou 3, s'il faut détenir des gens, s'il faut évacuer des voitures accidentées, tout ce qui peut se passer dans ces cas-là, ça nous sera facturé ensuite, bien sûr. Bien sûr. Donc à ce moment-là, il vaut mieux le budgéter et l'avoir, on ne l'utilise pas, on le reportera. Si je peux me permettre de rajouter également, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a ouvert le centre de vaccination depuis début mars, et qu'avant on était centre de dépistage, qui font partie aussi de ces dépenses supplémentaires.
D'accord ? On a eu par exemple une secrétaire médicale qui est à l'heure actuelle sur le centre de vaccination, d'accord ? Qui va peut-être éventuellement être partagée avec les maires du Grand Avignon, malgré le refus de M. Joël Guin à l'heure actuelle. Malgré quelques refus, dont le président du Grand Avignon, d'accord, ce qui est quand même assez bizarre, puisque ça regroupe quand même toutes les communes du Grand Avignon hors Gadagne. Mais ça devrait s'arranger. Ça devrait s'arranger. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça en plus, c'était pas prévu. Hein. Il faut savoir qu'on est déjà presque à 8 000 €, quoi, hein. Et ça va s'étendre. Donc on en a parlé hier, puisque Monsieur Éric de Valkener, c'est lui qui est chargé tout le lundi de faire le point avec la préfecture sur les estimations et toute l'organisation de Morières, puisque je rappelle que nous avons la commune aussi de Châteauneuf-de-Gadagne, Saint-Saturnin, Caumont, Jonquerette, Morières bien sûr, et Vedène. Voilà. Donc l'histoire des maires, on leur a proposé de faire une répartition de la charge, parce que c'est plus quelque chose de provisoire, mais ça commence en plus avec, nous avons déjà fait un week-end, hein, donc ça veut dire aussi, il y a le ménage qui intervient samedi, dimanche, quand c'est le cas. Il y a bien sûr la salle, même si on prend ça en charge, mais il y a aussi une personne d'astreinte du technique. Il peut y avoir une panne, ils ne peuvent pas se permettre une panne électrique ou une panne de frigo, ce qui est déjà arrivé, quoi. Il a fallu vite. Aujourd'hui, on a pris des précautions avec un frigo de secours, des choses comme ça, et le congélateur en plus. Voilà, donc tout ça engendre des frais et on en arrive, et comme j'ai l'impression que ça va durer au-delà du printemps, donc il faut qu'on prenne des mesures, et la préfecture en est consciente puisqu'ils en ont parlé hier soir, et que hier soir, en rentrant au Grand Avignon, monsieur le secrétaire général m'a appelé pour me dire qu'il venait d'être au courant et que donc il allait contacter la municipalité de Vedène pour que les choses s'harmonisent, et éventuellement voir dans quelle mesure ils peuvent nous aider afin que Morières continue à effectuer ces vaccins, quoi. J'ai une petite question. On est bien là dans un débat d'orientation budgétaire. On n'est pas là dans un débat de précision budgétaire. Non. D'accord, ok. Voilà, non, mais merci. Je peux comprendre que c'est logique. Vous voyez des chiffres qui vous paraissent disparates et que vous voudriez avoir des précisions par rapport à votre orientation sur ces chiffres-là. On vous les a donné, nos orientations, il me semble. Elles sont écrites noir sur blanc. Non, pour nous, c'est pas assez précis. C'est pas précis. On n'est pas dans de la précision, on est dans l'orientation budgétaire, Madame Pellemont. Logiquement, il a raison, mais je vous comprends aussi. On a des questions, donc. Oui. Mais on essaye d'y répondre. Voilà, mais tout à fait. C'est ce que c'est sur le débat. C'est ce que j'essaye de faire. Ensuite, alors, pour la partie fêtes et cérémonies, donc là, vous aviez prévu une augmentation à 28 000 €. Depuis mars 2020, nous sommes dans une situation de crise sanitaire avec des restrictions de manifestation. En 2020, donc on saura certainement au compte administratif quel sera le budget dépensé et quelles manifestations envisagez-vous pour 2021. Ne faudrait-il pas mettre cette somme dans d'autres chapitres ou ne pas l'inscrire pour abaisser le chapitre du 011 parce que je ne sais pas si on pourra refaire des manifestations en 2021. Je sais pas si... Si je peux me permettre de vous répondre, à l'heure actuelle, on essaye de prévoir des manifestations qui sont annulées les unes derrière les autres, d'accord ? Donc, on n'a pas de boule de cristal, d'accord ? On ne sait pas exactement ce qui va se passer avec le Covid, d'accord ? On aimerait faire beaucoup plus. On espère organiser, par exemple, la chasse aux œufs le lundi de Pâques. Les carnavals ont été annulés parce qu'on n'a pas le droit de faire les carnavals. Est-ce que la fête votive aura lieu? On ne sait pas. Est-ce que le 14 juillet aura lieu? On ne sait pas. Mais il est nécessaire quand même de prévoir ce genre de manifestation. On ne peut pas rester dans l'immobilisme sans rien prévoir. Et je pense que M. Duval pourra peut-être vous répondre plus précisément sur les manifestations qui sont prévues sur 2021, mais on essaye d'avancer petit à petit. Donc il a été prévu un budget avec ce comité, d'accord ? On espère pouvoir le dépenser, même plus, parce que ça voudra dire qu'on est libéré de ce Covid, d'accord, et que les gens ont été vaccinés au maximum, et qu'on puisse un peu, je dirais, tous souffler les uns les autres. Bon, dans le débat d'orientation budgétaire, on ne va pas rentrer dans les détails, là, sans quoi on ne sortira pas. Mais en gros, ce que veut dire M. de Valkener, les 63 000 fêtes et cérémonies, 28 000 de plus, c'est-à-dire que compte tenu déjà de ce qui s'est passé l'année dernière avec un tas d'interdictions,
On peut espérer, et il faut espérer quand même que les choses se décantent et se libèrent un peu plus. Nous avons réussi à faire notre fête des associations et Noël avec un tas de restrictions. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, mais il est logique que l'on prévoit et que l'on budgète, parce que si ça venait à se décanter, je pense que les Morirois sont tous en attente. On le voit un petit peu partout en France, dès qu'une porte s'en trouve. Voilà, alors si on commence à faire du cinéma, s'il peut y avoir des actions. Alors, Monsieur Duval et Madame, enfin, la personne chargée de la communication, prévoit, et au fur et à mesure que nous avançons, ben, on annule ce qui avait été prévu, ben, on est obligé d'avancer. Donc, en fait, on prévoit un budget au-delà de ce qui a été fait l'année dernière, en espérant que, à partir de cet été, ce que même le gouvernement semble dire, qu'à partir de juillet, les choses devraient se libérer un peu, mais bon, il faut quand même le budgéter, quoi. Si malheureusement ça ne se fait pas. Mais on ne prive pas les autres services pour autant, hein, rassurez-vous. Hein. Chaque truc a été calculé et on a fait une estimation avec plus de 27 000, c'est pas grand-chose. Comme vous voyez, 77 000, quand un feu d'artifice coûte 15-20 000 déjà, c'est de l'argent, quoi. Hein. C'est l'argent des Morérois. C'est hyper modeste. Tout à fait. Hein. C'est l'argent du contribuable. C'est hyper modeste. Hein. Un éclairage festif pour Noël, c'est 40 000, quoi. Oui. Donc ça va vite. Vu la crise, vous êtes optimiste. Ah ben, il faut rester optimiste, oui. Donc, ben, oui, ben, j'espère, on va en sortir. On ne va pas rester indéfiniment comme ça, quoi. Oui. Même si on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait faire, mais au moins, ils sont obligés de lâcher un petit peu. Ils l'ont lâché pour nous à 2 reprises quand même. Hein. Déjà, on a les marchés, on n'a pas de restrictions quand même trop coercitives, quoi. Hein. Oui. Pour les charges... Alors, les charges financières, oui. Ok. Alors, pour la subvention du CCS en 2020, vous aviez prévu 789 000 €. Il en ressort en excédent, mais vous ne dédiquez pas le montant. Non, c'est la même. Vous rectifiez la subvention à 700 000. Nous pensons qu'il est judicieux, dans le contexte actuel de crise sanitaire et sociale, de prévoir la même dotation qu'en 2020. Ce sont les anciens élus au CCAS qui font une action. J'ai bien compris. Bon, il y a une erreur qui va être corrigée là. Il y a une erreur qui va être corrigée. Mais ça sera la même subvention. D'accord. Voilà, non, il n'y a pas de restriction. Ça va, merci. Il n'y a pas de restriction. Rassurez-vous. On le dit. Si on restreint un budget qui touche les plus malheureux d'entre nous, quelque part, il y a une incohérence totale. On pense un petit peu aux festifs. Il faut penser quand même à ceux qui, malheureusement, ne peuvent pas en bénéficier, quoi. On a moins consommé cette année parce que voilà, enfin en 2020, 700 000 €, on suffit, quoi. Hein. Oui, parce que la crèche a fermé 2 mois et qu'on a eu une subvention de la CAF. La crèche a fermé 2 mois et on a eu une subvention de la CAF. Donc on a moins consommé, donc ils ont reporté ce qu'on a consommé cette année, mais non, on a renégocié derrière. D'accord. Okay. Merci pour l'explication. Alors, pour ce qui est de l'augmentation de la taxe spéciale des ordures ménagères, qui était de 18 000 €, on aimerait connaître les autres taxes, puisqu'on a augmenté de 35 000 €. Est-ce que vous pouvez me donner une précision ou pas? Les 69 000 €. Non, dans le... Ce qui s'est passé là, c'est qu'ils nous avaient oubliés. Donc vous rajoutez 18 000 € pour le 2020. Facturé, mais je vous en prie. Donc en 2020, ils ont oublié de facturer le prélèvement des ordures ménagères dans les bâtiments communaux et ils nous l'ont facturé pour un montant de 18 900 €. Et donc maintenant, on a obligatoirement prévu 2021. Puisqu'ils vont nous la facturer. Parce que c'était pas prévu l'année dernière, c'était pas prévu les 2020? Non, parce que c'est nouveau. Ah d'accord, ok. Voilà. D'accord. Donc on a reçu le détail avec la surprise. D'accord, oui, ben oui, belle surprise. Nous disant, voilà. Un point de fiscalité. On a oublié. D'accord. On se rappelle, à votre bon souvenir. C'est comme le SDIS, hein, on n'a pas le choix, hein, ils nous envoient la facture et on a la surprise. Oui, c'est ça. Monsieur Giamot, je vous en prie.
Oui, une seule question. Pour quelle raison on met les subventions des associations, on inclut le comité d'animation? C'est une association. D'accord. C'est anciennement le comité des fêtes. C'est exactement comme le comité des fêtes. C'était une association. C'est une association de notables. Non mais c'est bien, merci. Je vous en prie. C'est bon pour ça? Oui, et pour les SRU. Ok. On peut passer au vote? Les recettes de fonctionnement, tu voulais dire. Avoir recette de fonctionnement. Ah, je vous écoute. Alors, la période est en pleine incertitude, notamment en ce qui concerne les ressources, hein, puisque vous n'avez pas, au niveau fiscalité, recettes, dotation de l'État, du département, on ne sait pas. Vous notez qu'il y aura une augmentation des bases de 1%. Cela veut dire que vous ne toucherez pas les taux en ce qui concerne la taxe foncière, la taxe d'habitation et la taxe du don pâti. Pour les 5 300 000 euros que vous prévoyez en taxe foncière et habitation. Mais les taux, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne touche pas. Voilà. Vous ne touchez pas, d'accord, voilà. Non. Oui. Non. Il reste commission. D'accord. Par contre, il y aura certainement une augmentation pour les Morérois, puisque c'est que la part communale que vous ne touchez pas. Dans la taxe foncière habitation, il y a les autres taxes. Ah oui. Et, Ah oui. Là, on les taxes des on ordures maîtrise pas. ménagères qui va fortement augmenter. Demandez à votre voisine. Ben oui, c'est ce qu'elle me souffle. Je suis abstenue. Ah, tu en prie. Je me suis abstenue. J'ai vu, Madame Dubois, je vous remercie. Vous me l'avez dit, donc vous avez respecté votre engagement. C'est très bien, je vous félicite. Merci. Au moins, on travaille tous les deux pour la commune, là. C'est visible. C'est notre but. Alors, la taxe d'investissement, la taxe... Alors, je vais passer donc à l'investissement. Tu parlais pas de... Et ça? Non, juste une petite question sur les autres recettes, juste avant, que vous voyez 95 000 euros pour le revenu des immeubles. Et donc, ce n'est pas tous les bâtiments qui sont loués avec les personnes. Est-ce que c'est du personnel extérieur qui sont logés dans les bâtiments communaux, ou ce sont des personnes associations ou qui travaillent Il y a tout l'historique qui existait déjà, la danse, etc. Plus... il y a aussi des appartements ou maisons, entre autres présentés par l'EPF que nous gérons, donc ça rentre là-dedans aussi. Autrement, à ma connaissance, on ne loue pas d'immeubles entiers, quoi. C'est du coup par coup. En fait, il n'y a rien de changé par rapport à ce qui existait avant, quoi. On n'a rien rajouté de plus là. D'accord, ok. Alors, au niveau des travaux obligatoires, lors du précédent conseil municipal, consacré essentiellement au PLU, vous nous avez fait part de vos projets de construction, écoles, gares, crèches, accueil de loisirs, sans hébergement de la mairie. Mais nous ne le voyons pas dans vos orientations budgétaires. Nous trouvons le montant de la conformité des jeux et des équipements sportifs très faible. Que comptez-vous faire avec 15 000 euros? Voilà. Les travaux de voirie, 308 000 euros. Donc, c'est bien, mais pas assez, on pense. C'est jamais assez. Oui, voilà. Pour les écoles périscolaires et jeunesse, vous comptez climatiser une classe à Cassini. Pourquoi une? Pourquoi celle-là? Alors, je pense que l'école Marcel Pagnol, parce que c'est une demande de la PMI, parce qu'il y avait le centre de loisirs, et il faut, mais alors pourquoi Cassini? Pourquoi une? Je ne sais pas. Pour les classes, on peut s'interroger sur la stratégie énergétique de la ville, ainsi que son équité concernant l'ensemble des classes et des groupes scolaires, dont les directeurs d'école sont en droit de réclamer pour toutes les classes. Alors, on a établi un plan triennal pour tout ce qui va être climatisation des classes, d'accord? Donc, il a été choisi avec les directeurs d'école
les classes qui allaient être priorisées cette année. Donc, par exemple, sur Cassini, c'est la classe qui est à l'étage, qui est la plus chaude. Ensuite, sur Marcel Pagnol, ce sont 3 classes qui sont également à l'étage. Il a été choisi avec eux les classes que l'on voulait prioriser, en plus du réfectoire. Donc, on dit bien, c'est un plan triennal. J'espère que d'ici 3 ans, toutes les classes seront climatisées, comme on l'avait promis dès le départ. On ne fait que respecter notre programme qui a été écrit. Concernant les 15 000 € pour les jeux d'enfants, ce n'est pas 15 000 € pour des jeux supplémentaires. C'est simplement la conformité des jeux enfants. Je cite le cas qui a fait polémique, notamment il y a quelqu'un qui s'illustre régulièrement, sans savoir de quoi il parle. Il faut savoir que les filets que nous avons remplacés et le pont, là, ont coûté 4 650 €. Je tiens la facture à disposition de tous les curieux qui voudront le voir. Ils n'ont qu'à demander. Il ne s'agissait pas de remettre 3 boulons et 2 trucs de vernis. Vous savez, Madame Dubois, que d'abord, ça a tardé, pour une bonne raison, même si l'entreprise n'est pas loin, que ce matériel est fabriqué en Allemagne, que l'Allemagne a été confinée bien avant nous et que ça a duré, et qu'ensuite il y avait un problème de transport. Enfin bon, bref, tous les malheurs sont tombés. Depuis août, la commande l'année dernière, on a pu le réparer que très peu. Et réparer, ça veut dire en même temps sécuriser, mettre en conformité, tout vérifier, voilà. Même s'il y avait encore des gens légèrement têtus qui se plaignent, mais qui vont quand même et qui font prendre des risques à leurs enfants alors que c'était barriérisé afin de protéger parce que le pont n'était pas fiable et que les enfants auraient pu se blesser et que régulièrement nous enlever des barrières pour y aller. Voilà, donc aujourd'hui il est complètement sécurisé, donc cette somme. Vous voyez déjà, rien que là, il y en a eu pour près de 5 000 €. Quoi, hein. C'est ça, c'est très peu. Ah, oui, c'est très peu, mais vous savez ce que coûte un jeu. Le jeu qui avait été supprimé, il a été détruit parce qu'il était dangereux. Quand je suis arrivé, j'ai demandé moi aussi à savoir où était ce jeu-là et on m'a expliqué que l'ancienne municipalité l'a fait détruire et je pense avec raison parce qu'on ne peut pas s'amuser au bout d'un moment, c'est vraiment fragilisé. Et le bricolage coûtera plus cher que le refaire. C'est un jeu qui coûte 45 000 €. Quoi, hein. Ça. Alors, aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, il y a quand même d'autres priorités. Alors, on me parle, je vois ici et là, que le Vedennes a un truc, très bien, mais il faut aller à Vedennes, il faut en profiter. J'ai posé la question au maire de Vedennes. Il m'a expliqué que, en dehors du terrain et de tout le reste, c'est la bagatelle de 250 000 € cet aménagement. Je n'ai pas cet argent à mettre aujourd'hui dans des jeux à Montréal. Voilà, donc il faudra patienter. Petit à petit, nous allons faire. On essaye de faire un budget, puis bon, si on s'aperçoit qu'il est en excédent quelque part et qu'on peut en retirer, bien sûr, on fera. Mais dans l'immédiat, nous avons tellement de choses à faire à Montréal que rajouter un jeu à 50 000 €, bien, en tous les cas, ça ne sera pas pour 2021. Voilà. Ok, merci. Alors, on trouve que 450 000 € pour le renouvellement de la provision pour le futur groupe scolaire semble, compte tenu du résultat et en vue de l'acquisition des terrains, un peu insuffisant. Je fais une aparté, Madame Thévenin, on fait passer un papier. Le petit jeu de la place, qui pourtant est récent, qui a été dégradé récemment, c'est 15 000 €. Oui. 15 000 €. Alors quand des parents sont inconscients, on laisse les enfants dégrader. Bon, quand c'est des adultes, malheureusement, on ne pourra jamais éviter le vandalisme. Mais des fois, on se pose la question. Donc il faut que les gens soient quand même raisonnables et conscients que nous, on essaye de ne pas gaspiller leur argent à mauvais escient. Je sais bien qu'il faut des jeux. Je sais bien que les gens vivent d'évasion. Et je sais bien, on a reproché qu'on fermait les parcs. Mais c'était dans l'ordre de la préfecture. Et je ne pouvais pas, et je ne voulais pas, moi, donner l'exemple de passer outre. Maintenant, si d'autres, Avignon, ouvraient, etc., c'est leur problème. Ils prennent leurs responsabilités. Moi, quand on me dit, vous n'ouvrez pas les salles de gymnase, je n'ouvre pas les salles de gymnase. Je ne veux pas me mettre en infraction et prendre des risques qui sont inutiles. Alors pourquoi un cadenas? Un cadenas parce que les gens forcent les serrures, rentrent, et donc on est obligé de les faire sortir soit par la gendarmerie, soit ils rentrent dans le gymnase.
Mais voilà, donc il faut sécuriser. Ça nous fait des frais supplémentaires et je préfère que les policiers patrouillent plutôt que de surveiller le stade et le gymnase. Voilà. Donc tout ça aussi, c'est des frais inutiles qu'on fait. Les gens devraient être raisonnables en cette période. Si tout le monde s'y mettait, peut-être qu'on en serait déjà sorti. Je vous en prie, je vous ai coupé. Alors, pour les travaux dans les bâtiments communaux, à quoi va servir les bornes interactives au cimetière? Alors, les bornes interactives au cimetière... C'est quoi? Alors, je vais laisser expliquer ça... En gros, si vous voulez, ce qui se passe, je vais parler d'un que je connais, c'est où j'ai mes défunts dans le Var. Je n'ai pas décidé ça, c'était en prévision et en fait, c'est pas mal. Vous avez des gens qui viennent voir leurs défunts, mais qui ne sont pas ici, je pense, pendant les vacances. Par exemple, bien, ils ont une borne interactive. Il suffira de taper le numéro du carré ou le numéro de l'emplacement et ça vous indiquera où ça se trouve. Ça vous évite, on commence à voir un cimetière, puis l'ancien, puis le nouveau, puis voilà. Donc c'est destiné à ça. En fait, ce sont des bornes qui vont vous indiquer où se trouvent vos défunts. Ok, quoi. D'accord, merci. On voulait discuter avec Dieu directement, mais on n'est pas réussi. Je ne sais pas ce que c'était. Pour les autres dépenses d'investissement, vous prévoyez l'acquisition de la gare, mais on n'a rien sur les travaux de la gare. Alors, vous avez vu un budget d'ensemble de la gare, ce que ça va coûter, et vous avez vu ensuite toutes les subventions que... Oui, on a les subventions voilà, à la fin. On en a pour à peu près 672 500 pour le projet gare. Mais voilà, Alors, le projet gare, en fait, il ne s'agit pas de racheter la gare et d'en faire un bureau de police. Il s'agit bien sûr de faire ça, de faire un bureau de police, mais il y a aussi tous les aménagements qui sont devant, c'est reprendre tout l'espace, tous les travaux. Il y a la rue Camille Stevenin, c'est ça, qui est juste en face. Refaire toute la route, refaire une nouvelle disposition de parking, refaire tout l'éclairage, mettre des lampadaires neufs et sur les côtés aussi refaire la butte qui est en face. Donc ce sont des travaux. En fait, tout ce quartier va se trouver rénové. Mais sur 2022. Voilà. 2022. 2022. D'accord. Mais on est obligé déjà de budgéter l'acquisition, puisque ça va l'acquisition de la gare du bâtiment tel qu'il est et du foncier qui va avec. Hein. D'accord. Voilà. Ok, merci. En tous les cas, l'architecte est désigné et les choses commencent à avancer, quoi. D'accord. Tu ne demandes pas d'être associé? Oui. Tu ne demandes pas d'être associé. Au niveau de la principale recette, vous notez nos taux de financement prévisionnel 2 900 000. Je voulais savoir si c'était bien l'excédent cumulé de 2020, c'est ça? Cumulé. C'est bien, c'est ça, c'est cumulé. Puisqu'en 2019, on avait fait 900 000 euros. Voilà, c'est ça, c'est ça. Non, pas 2021. C'est ça. 19 à 600 000 de prévision, d'accord. Ok. Ça va. Mais je crois que j'ai tout évoqué. Bon, après, petite question, je vous les laisse. Je vous répète, si même après coup, vous voulez une précision, vous nous questionnez. Même je pense qu'après, quand on arrivera au budget, que ce sera et au compte administratif, on aura des questions un peu plus précises. Voilà. Merci. Ok, très bien. Ben, on va passer au vote. Non, il n'y a pas de vote. Ah non, il n'y a pas de vote là. Non, oui, c'est vrai, c'est un débat de rotation budgétaire. Pardon. Prennent acte du rapport. Je me voyais déjà au budget. C'est vrai que j'ai envie d'en finir. Ils prennent acte du rapport. Voilà, vous prenez acte du rapport. Et que le débat a eu lieu. Et le débat a eu lieu. Alors. Donc la délibération suivante, la modification du projet des Sumelles, lancement de la concertation préalable à la fixation des modalités de la concertation. Monsieur Franck Jousselin. Bonsoir à tous. Donc la délibération qui vous est présentée est la traduction concrète de ce qui a été évoqué lors du précédent conseil municipal.
Comme nous l'avons indiqué, nous avons sollicité les services de la préfecture ainsi que l'EPF PACA pour modifier le projet des Sumelles. Après plusieurs rencontres et après consultation des juristes de l'EPF, nous sommes en mesure de présenter la présente délibération. Le nouveau projet tel que nous le proposons aujourd'hui serait le suivant. Donc 189 logements répartis comme suit. 54 lots à bâtir en accession libre. 40 appartements en accession libre. 8 appartements en accession à prix maîtrisé. 80 appartements en résidence intergénérationnelle identifiés comme logements sociaux. 8 appartements en logements sociaux classiques. Un équipement public avec une crèche et un centre aéré. Création de 398 places de stationnement, dont 122 places publiques. Une nouvelle voirie agrémentée de voies de circulation douce reliant le projet nord-sud. Plus une trame verte dont la superficie a été augmentée de 2000 m². Par rapport au projet initial, ce sont donc 70 logements de moins, un équipement public de taille moins importante et une trame verte agrandie. Je voudrais également indiquer pourquoi ce projet ne pouvait être purement et simplement annulé. Nous avons déjà eu l'occasion de l'expliquer. L'ancienne municipalité avait conclu des conventions avec l'EPF PACA. Si la municipalité souhaitait arrêter ce projet en totalité, elle devrait racheter l'ensemble des terrains, soit une dépense d'environ 2 500 000 € au minimum. Inutile de préciser que ce n'est pas dans les moyens de la commune. Ce nouveau projet nous paraît être un bon compromis afin de répondre aux obligations de production de logements sociaux, tout en préservant une urbanisation correcte. Le retrait de l'école s'explique par les nombreuses problématiques de circulation rencontrées dans ce quartier. Aujourd'hui, les axes Jean-Bouin et Marcel Pagnol, par exemple, sont totalement saturés aux heures de pointe. Donc on a du mal à imaginer ce que cela serait avec 260 logements et une école accueillant 200 élèves, à moins d'1 kilomètre du secteur. Si vous avez des questions. C'est juste, excusez-moi, juste plutôt des constats que des questions. Donc, après avoir entendu vos explications, on note bien effectivement que vous avez diminué quand même le nombre de logements en favorisant une trame verte un peu plus importante. Mais bon, on ne va pas vous cacher qu'on aurait aimé qu'il y ait encore une diminution de plus de logements pour effectivement garder un maximum d'espace vert à cet endroit. Voilà. En ce qui concerne la nuisance liée au trafic routier, donc effectivement vous parlez de la saturation aux heures de pointe. Ça, on a tous constaté que ça serait particulièrement compliqué avec les écoles, mais malgré tout il y aura quand même une saturation à un moment donné parce qu'il y aura des logements, il y aura la crèche qui va amener quand même énormément de circulation, de trafic. Il y aura le nouveau centre de loisirs, donc pareil, il y aura des moments, des heures de pointe, il y aura quand même une circulation qui sera assez augmentée, plus cet accueil de jour qui va favoriser également pas mal de trafic. Donc ça va engendrer énormément de considérations différentes au niveau de l'organisation et le trafic devra quand même être pris en compte, même si ce n'est pas le même trafic que pour les écoles. Si je peux vous répondre, le trafic autoroutier sur Morières, c'est un gros problème. Et actuellement, nous avons une étude qui a été lancée, une étude de mobilité. Donc le projet des Sumelles est intégré à cette étude, comme tous les nouveaux projets qui vont apparaître, toutes les nouvelles constructions. Donc en fonction du résultat de l'étude, nous mettrons en place les dispositifs nécessaires pour justement
se caler par rapport à une étude de mobilité avec des voies douces et agrémenter tout ce qui est possible d'agrémenter pour limiter au maximum l'engorgement des circulations nord-sud. On a le problème nord-sud, mais est-ouest. Si je peux me permettre de rajouter au propos de M. Jousselin, c'est que la crèche, ça va générer beaucoup moins de circulation qu'un groupe scolaire. La maison France Alzheimer également. Le centre de loisirs, ça sera juste les mercredis, sauf hors période scolaire, ça sera pendant les vacances. D'accord ? Mais après, on ne fait que gérer l'historique. Si vous préférez que l'on paye 2,5 millions d'euros pour laisser un terrain vert pour tout le monde, je ne vois pas comment la municipalité peut le faire. Franchement. Non, c'est pas, effectivement, on ne peut pas préférer que vous payiez 2 millions d'euros, nous sommes bien d'accord là-dessus. Mais c'était, voilà, qu'il fallait bien prendre en considération, malgré tout, ce trafic, comme vous dites, vous le prévoyez. Ce projet est prévu, effectivement, de s'étaler jusqu'à la fin de votre mandat ? Non. Ce projet devrait commencer, je pense, compte tenu qu'il faudra faire une modification de la DPU. C'est ça qui va prendre du temps et à mon avis, je ne vois pas le début des travaux avant 2023, voire fin 2023, on va dire si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Mais c'est quelque chose, oui, qui risque d'être fini à la fin de notre mandat, voire se poursuivra encore après dans le cadre du programme. Pour revenir sur l'espace vert, il y a un autre micro peut-être qui marche par là, non? Ça fait écho, hop. Ou alors c'est qu'il est très sensible celui-là. Ça siffle. Ouais, désolé, mais ça siffle à mes oreilles. Oui, il y a 8000 mètres carrés quand même d'espace vert qui sera arboré, quoi, hein, le bassin de rétention qui sera aménagé. Autrement, au niveau de la circulation, je rejoins ce qu'ont dit les adjoints tout à l'heure, quand on voit que la crèche aujourd'hui est là en pleine zone HLM, là, dans les logements sociaux aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un moment de cafouillage parce que c'est assez étroit pour les manœuvres, laisser les petits, principalement les tout petits, mais bon, ça ne générera pas autant de trafic que les enfants qui vont à l'école, hein. On voit ce qui se passe à Pagnol, ce qui se passe au collège, parce que les gens sont, compte tenu qu'ils ne restent pas longtemps, ils sont assez indisciplinés et provoquent des bouchons et plus de circulation. Concernant l'accueil Alzheimer de jour, ce sont des familles ou des VSL qui viennent accompagner la personne sur place et qui la laissent et qui repartent. Vous voyez, les véhicules seront à l'intérieur, donc ça ne générera pas un trafic tel que l'école, quoi, hein. On ne peut pas comparer. En plus, Alzheimer, peut-être les enfants, il y en a qui viendront plus tôt qu'à l'école d'habitude, ou plus tard, mais ça reste assez équilibré. Il faut savoir que il est prévu des aménagements autour, notamment un rond-point en haut, enfin fluidifier la circulation, mais pour ça, on ne s'avance pas pour l'instant. On attend que l'étude qui est déjà lancée, hein, nous avons contracté une entreprise qui est de Montpellier, je crois, qui travaille déjà sur le plan de circulation à 15 ans, quoi, hein, mais au minimum déjà à 10 ans, donc on ne travaille pas pour seulement notre mandat, voire le suivant, quoi, hein. De ce côté-là, je ne pense pas qu'il y ait de gros soucis. Après, bien sûr, on a réduit de façon drastique les logements, hein, on vous annonçait le nombre. Alors, je rejoins ce que vous disiez, d'ailleurs, M. Fouin nous en avait fait part déjà au cours d'une commission. Il faut savoir qu'à un moment donné, on s'est trouvé, nous, devant ce dilemme, parce que nous avons hérité du bébé, quoi, hein, pour ne pas dire de la patate chaude. Vous savez tous la polémique que ça a créée sur Morières et qui n'est pas prête encore tant que les gens ne verront pas la réalisation, ils restent quand même un petit peu sceptiques, même si 55% nous ont accordé leur confiance, mais ils me le rappellent assez souvent, quoi, hein. On surveille les semelles. Imaginez quand ils verront arriver le premier bulldozer.
Mais bon, d'ici là, on aura communiqué sur les plans. Nous avons travaillé avec la préfecture dès le départ. Dès le mois d'août, nous avons commencé, je vous l'ai dit, à leur demande. Ils nous ont convoqués pour la SRU. Et après, ensuite, on a bien compris ce qu'ils attendaient de nous et on leur a expliqué comment nous voyons, nous, la réalisation du SRU au cours de notre mandat, par rapport, en tenant compte, bien sûr, de ce que nos prédécesseurs avaient fait et ce qui était déjà engagé. Dans notre campagne, on s'est engagé à implanter ce groupe scolaire ailleurs, donc il fallait quand même en parler. Là, on est arrivé avec des dossiers, je crois que je vous l'ai déjà dit, et on s'est expliqué. Ensuite, on s'est vu 3 fois, à notre demande cette fois-ci. Et ils étaient intéressés parce que chaque fois qu'on a demandé de les rencontrer, on pensait qu'on allait nous donner des rendez-vous au calendrier grec. Pas du tout. Des fois, ça a été dans le courant de la semaine suivante, donc il a fallu accélérer parce qu'on avait peut-être anticipé la demande de rendez-vous. Et chaque fois, on a eu un bon accueil parce qu'on arrivait, pas en démontant le système qui existait à l'origine, mais en le modifiant de façon à tenir compte quand même qu'il fallait que là, il y ait quand même des logements sociaux. Et il fallait quand même faire quelque chose, notamment la zone intergénérationnelle à laquelle je ne voulais pas, moi, toucher, parce que je considérais que ça c'était utile à notre ville pour que depuis la crèche jusqu'à l'EHPAD, qu'il y ait une continuité pour les gens qui voulaient rester dans notre ville. Ça a été très bien accueilli et on a avancé petit à petit. On a fait sauter des bâtiments, enfin le mot sauter, on le prend entre guillemets bien sûr, et il a fallu compléter ces terres, puisqu'on n'allait pas nous les rembourser, par des terrains à bâtir et trouver d'autres façons de l'occuper. Par exemple, l'accueil Alzheimer, depuis on a encore évolué, c'est qu'ils ne veulent pas une maison Alzheimer, mais ce qu'ils veulent, c'est un accueil. Autrement dit, on a trouvé, on va faire un bâtiment. Et ce petit bâtiment, il y aura quelques logements, c'est un R+1. Et dessous, il y aura, donc ce sera là des logements sociaux. Et dessous, il y aura l'accueil Alzheimer vraiment spécifique, adapté à leurs demandes et à leurs besoins. En plus, on l'avait prévu tout à fait en haut du projet des Sumelles. Finalement, on l'a ramené près et à leur demande, parce que comme ça, ils se trouvaient près de la zone intergénérationnelle. Et dans cette zone intergénérationnelle, Anditois a souhaité qu'il y ait des personnes. Et en fait, ils avaient raison. Nous, on pensait une maison Anditois, et à juste raison et à juste titre, ils ont voulu que ces personnes-là soient intégrées, comme l'étaient avant. Dans les immeubles, on gardait les personnes âgées à la maison, et jusqu'à ce qu'elles soient très très vieillissantes. Et les voisins communiquaient avec eux. Et dans l'intergénérationnel, c'est ce que j'ai vu, et je remercie M. Moureau qui m'a fait visiter sa zone intergénérationnelle à Entraigues la semaine dernière. Et vraiment, j'étais ravi de voir ce que j'ai vu, à tel point que les organisateurs, tous ceux qui ont fait ça, on leur a demandé de venir parce que nous avions, nous, un projet et on voulait voir. Eux, ils ont fait 60, je crois, 18 ou 76 logements en tout. Et nous, on en fait 82 de mémoire. Donc ça veut dire que, et puis avec beaucoup plus de place, puisque eux ont fait ça sur 3000 mètres. Et nous avons beaucoup plus de place. Et eux, ils sont plus près du centre-ville que nous le sommes aujourd'hui, mais on n'est pas très éloignés, quoi. Voilà. Donc, on a travaillé avec la préfecture et les services de la préfecture, la DDT notamment. On a demandé aux personnes publiques associées de venir et on s'est tous rencontrés. Ils étaient tous là, une bonne douzaine. Le SCOT, la Chambre d'agriculture, enfin la DDT, etc. Tout le monde avait reçu le PLU et ils nous ont fait des remarques. Et ils n'ont pas retoqué comme on a pu le croire, mais ils nous ont dit voilà ce que vous voulez faire, nous on l'a bien compris. Par contre, le commun des mortels ou quelqu'un qui veut investir dans votre commune ne comprendra pas forcément. Expliquez pourquoi vous mettez l'école là.
Comment vous allez faire? Vous voulez, le nord, la partie nord-nord-est de Morières est très densifiée. Vous voulez la rendre un peu plus claire et comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez agrandir? Donc vous prenez une entreprise qui va vous faire très bien. Voilà ce qu'on nous a demandé. Et en fait, dans le, je ne sais plus, je ne me rappelle plus le terme, le PPD, est-ce que je me trompe? C'est ça? Voilà, PADD, c'est ça. Qui faisait 3-4 pages, on est passé à une douzaine de pages. Cette fois-ci, l'explication est beaucoup plus claire. On voit où on veut en venir. En gros, quelle était notre politique de la ville de Morières aux 15 ans à venir. Voilà. D'autant que tous les éléments que nous avons aujourd'hui tendent à prouver, on est assez d'accord même avec les autorités, que la ville de Morières aujourd'hui est autour de 9200-9300 habitants. Monsieur Giamot, on n'a rien inventé, on n'a pas densifié, quoi, hein, parce que 8600 et quelques, ça date de Mathusalem un peu. Hein. J'ai la preuve que c'est... Oui, non, mais vous avez la preuve. Moi, on a les mêmes chiffres que la préfecture, donc on n'est pas loin. Mais on aura un recensement bientôt qui a été retardé à cause de la pandémie, et vous aurez le chiffre exact. Dans le journal Cap à Gauche, qui ne vous plaît pas beaucoup, on indique le nombre exact et avec une organisation qui le précise. Bien sûr. Je suppose que l'organisation a été décomptée chez eux. Bon, on va passer là-dessus. Donc, il faut quand même, bien sûr, arriver à convaincre les autorités que on ne nous dise pas, écoutez, monsieur, vous êtes bien gentil, mais les SUMEL vont rester comme ils sont et vous faites ça là. Alors, déjà, c'est quasiment acquis que l'école va ailleurs. Et donc, à partir de là, on est, pour vous donner une information, compte tenu que Alzheimer compte pour une partie, que la zone intergénérationnelle, c'est 82, et ça, c'est tout du social, plus les petits logements qu'il y aura au-dessus, plus 3 petits bâtiments, il y a 45 logements là. La totalité, pour vous donner une idée, parce que j'entends tout et n'importe quoi ailleurs, la totalité, le pourcentage, si vous voulez, donc ça va faire plaisir à Madame Dubois, là, au lieu d'avoir, quand le PLH le prévoit, 35, 40, etc., nous sommes à 47%. 47%, au SUMEL, je parle, hein, pas sur la ville, au SUMEL. Donc ça va... comment dire, conforter l'idée qu'on n'est pas, nous, anti-logement social, on veut les faire à notre rythme, on ne veut pas avoir 9 grues d'un coup à Morières, on va le faire sur la mandature. Je vais expliquer aussi que, afin de ne pas traumatiser les gens, tout le projet République reste en sommeil. Nous allons renégocier avec l'EPF la possibilité de proroger l'échéance du 31 décembre 2024, au moins à la fin de la mandature, 2027, je veux dire, au moins jusqu'à fin 2027. Si ça c'est possible, ça nous laisse le temps de finir tout ce qui va sortir de terre, y compris l'école, etc. Et ensuite de poursuivre avec le même type d'opération qui se faisait à République. On sort du cas de 300 logements ici, 350 là-bas, et 360 là-bas, et 85 rues dans la ville. Voilà, moi je ne veux pas traumatiser les Moriérois et on ne fera pas tout ça, mais on restera dans les clous. On restera dans les clous. Moi je pense que 25%, c'est tout à fait utopique, ils peuvent faire toutes les lois qu'ils veulent, ils savent très bien. Et hier soir, c'est vrai que je me suis un petit peu énervé, il arrive un moment où on n'a pratiquement plus de foncier pour faire ces folies là qui défigurent les villages d'antan, et donc il faut y aller à son rythme, tout doucement. Bien sûr qu'on accueille la population, mais on va commencer par loger les gens qui sont en demande. Vous y avez été toutes les deux. Est-ce que j'ai dit hier, je me suis énervé avec un élu d'Avignon. Monsieur le maire, vous dépassez les 5 minutes. Oui, je sais, mais j'aime donner des explications parce que M. Gémeaux va me reposer encore une question, je le sens, il a le doigt sur la gâchette. Je ne vais pas revenir sur le chat non, qui s'est endormi. Non, très bien. Voilà, donc je fais bref, mais voilà pourquoi le projet des SUMEL. Ouais. Dans le nouveau PLU, il est resté tel que, mais nous le modifions dans le sens que je viens de vous expliquer, en long, en large et en travers.
Madame Dubois, pour le PLH, je voudrais rajouter quelque chose. Parce que depuis 2 conseils municipaux, là, vous m'interpellez à ce sujet. Il faut savoir que le PLH que nous avons voté, enfin que j'ai voté, va vous imposer que 123 logements sur le bilan triennal. Ça va vous faire 111 de moins par rapport à ce que vous demandez le préfet. Vous avez à avoir que 123 logements sur 234 que vous auriez dû avoir. Grâce au PLH, on a diminué de 111 logements. Ce qui fait que les 80 logements là que vous allez sortir, il ne vous en reste plus que 50. Et vous rentrez dans le cadre du PLH, il n'y a plus de problème. Merci Madame Dubois. Je voudrais apporter juste une notion. D'après les personnes qui habitent au Sumène, il y a un risque d'inondation d'après eux. Oui, mais, donc est-ce qu'on a prévu tout ça? Mais oui, Monsieur Jameau, le grand espace vert, une très grande partie est un bassin de rétention qui sera végétalisé pour que les gens puissent se promener, etc. Puis si vraiment, hop, ça monte, mais après il y a un dévers, c'est-à-dire arrivé à un certain niveau, ça passe dans les eaux pluviales. C'est pour contenir et que ça n'envahisse pas les lotissements à côté, puisqu'il y aura une grande surface quand même qui sera bétonnée, et pour éviter que l'eau ruisselle et ne rentre dans les maisons, ce qui se passe ailleurs, quoi. Donc on a ce grand espace quand même. Et puis il y a il y a un... parking souterrain qui va être fait. Ah non, pas là. Ah, non, pas au Sumène. Le parking souterrain, c'est MLA, là, près de la crèche actuelle. Voilà. Pour l'instant, c'est le seul qui est prévu. On vote contre. Toujours nous dans la même logique, puisque bon, nous on était pour l'école là et diminution des logements à ce niveau-là, on va voter contre. Ok, très bien. Donc si contre, pas d'abstention, et donc adopté. On est un peu lent, mais j'estime que bon, ce sont des choses comme pour le PLU où je pense qu'il faut quand même, voilà. Après sur les débats courts, le chat, etc. Bon, on va quand même là avoir abrégé. Alors. Alors la délibération suivante, modification du tableau des effectifs. C'est le 5, un petit pense-bête. La présente délibération vise à mettre à jour le tableau des effectifs afin de répondre à plusieurs besoins. Tout d'abord, le remplacement de 2 agents communaux, un premier au service des marchés publics et un second au service financier. Ensuite, l'avancement de 2 autres agents, un au service technique et le second au service entretien. Il y a également le passage d'un agent du cadre d'emploi animation vers le cadre d'emploi patrimoine. Enfin, la création d'un poste d'animateur pour le recrutement du futur animateur qui sera chargé de gérer le nouvel accueil jeune. Ça, c'est la création d'un poste. Je précise que cette modification du tableau des effectifs n'entraînera qu'un seul recrutement, je viens de vous en parler, celui d'un animateur. Le reste des postes créés correspond à des remplacements ou à des avancements. Pas d'objection? Ok. On passe au vote. Des abstentions? Contre? Unanimité? Je vous remercie. Ensuite, la délibération numéro 6, là aussi quelques explications. Cette délibération fait suite à nos échanges avec Pôle emploi et Mission locale pour le recrutement de personnes plutôt jeunes qui font face à de réelles difficultés pour trouver un emploi. Nous proposons donc de procéder à 2 recrutements qui viendront en soutien des effectifs au service technique. Les 2 contrats auront chacun une durée de 20 heures de travail hebdomadaire.
Il s'agit d'un essai, nous verrons par la suite la suite que nous donnerons à ce partenariat en fonction du bilan que nous en tirerons. En fait, ce sont deux PEC. Ok, passe au vote. Pas d'abstention, contre, unanimité, je vous remercie. La délibération suivante, la numéro 7, le recrutement d'agents contractuels pour faire face à un accroissement saisonnier de l'activité. Cette délibération intervient tous les 6 mois afin de permettre aux services municipaux de fonctionner correctement. Il est donc proposé de créer 10 postes d'adjoints techniques, un poste d'adjoint administratif, un poste d'adjoint d'animation. Concernant les postes d'adjoint technique, il y en a 8 habituellement. Là, nous proposons d'en créer 2 supplémentaires pour avoir plus d'aisance. En effet, le service entretien connaît un fort turnover et nous devons souvent recruter des personnes dans des délais très courts. Si jamais le poste n'est pas créé, que nous n'arrivons pas à faire avec les personnes qui ont déjà un contrat, le fonctionnement du service se trouve fortement dérangé. C'est pourquoi nous proposons ces 2 postes supplémentaires. Avant de conclure, je précise que nous allons travailler dans les prochains mois à une organisation plus pérenne. Recruter des agents tous les 6 mois ne permet pas un fonctionnement idéal. Par ailleurs, des personnes travaillant depuis un certain temps sur des postes où il existe en réalité un besoin à l'année, l'idée est donc de travailler sur une annualisation et de minimiser le recours à des contrats à courte durée, ce qui complique fortement la vie de RH avec tous ces contrats-là. Pas d'objection? Ok. Pas de contre. Unanimité, je vous remercie. Ensuite, le projet numéro 8. Recrutement d'agents contractuels pour faire face à un accroissement d'activité. Cette délibération concerne le recrutement d'agents contractuels pour assurer certaines missions. Tout d'abord, nous avons besoin d'un agent pour la restauration scolaire en remplacement d'un agent sur le départ. Par ailleurs, la création de 2 postes d'adjoints d'animation correspond à la pérennisation et à l'annualisation d'agents. Ces 2 personnes étant sur des contrats à durée déterminée depuis 2 ans. Enfin, le poste au service communication correspond à un renouvellement du contrat actuel. C'est un renouvellement d'1 an. Très bien, je vous remercie. Unanimité. C'était le 8. Ensuite, la délibération numéro 9, mise en place d'un service civique, service accueil jeune. Monsieur de Valkener. Le notable pour Monsieur Giemot, s'il vous plaît. Il faut m'appeler. Alors, mise en place d'un service civique, service accueil jeune. Le service civique s'adresse aux jeunes âgés de 16-25 ans sans condition de diplôme qui souhaitent s'engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d'un organisme à but non lucratif, association ou une personne morale de droit public, collectivité locale, établissement public ou service d'État pour accomplir une mission d'intérêt général dans des domaines ciblés par le dispositif. Il s'inscrit dans le Code du service national et non pas dans le Code du travail. Afin de nous accompagner dans cette démarche, la collectivité souhaite adhérer à la Ligue de l'enseignement qui aura pour mission l'intermédiation dans le cadre de l'accueil d'un volontaire en mission de service civique au sein de notre structure. Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l'État aux volontaires ainsi qu'à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. Les frais d'alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des prestations en nature, accès subventionné à un établissement de restauration collective, soit par le versement d'une indemnité complémentaire de 107,58 € par mois, qui sera reversée à la Ligue de l'enseignement. Dans le cadre d'un accompagnement sur l'engagement des jeunes au sein du service de l'accueil jeune, le conseil municipal souhaite mettre en place un service civique par l'intermédiaire de la Ligue de l'enseignement. Le contrat du volontaire prendra effet au plus tôt le 1er avril 2021 et aura pour mission promouvoir les notions d'engagement citoyen, recenser les modalités du dispositif d'engagement, participer aux côtés du référent à des actions favorisant la prise d'initiative des jeunes. Le volontaire pourra initier de nouvelles formes de participation, coworking, tiers-lieux, médias sociaux, radio, web TV, etc., en impliquant les jeunes de la structure dans la construction d'une offre qui réponde à leurs pratiques et à leurs attentes.
Se faire ambassadeur du service civique auprès des jeunes et des organismes susceptibles d'accueillir des volontaires. Mission d'information de valorisation du volontariat en service civique. Mise en œuvre et ou animation de conseils de la jeunesse, CMJ-CME, pour impliquer les jeunes dans le fonctionnement des collectivités territoriales et accompagner leur expression au plus près des élus. La mission pourra durer 9 mois à partir du 1er avril 2021 et sera gérée par l'intermédiaire de la Ligue de l'enseignement. Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d'accueil. Il sera chargé de préparer et d'accompagner un volontaire dans la réalisation de ses missions. Si vous avez des questions. Non, juste un éclaircissement. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé du recrutement d'un animateur. Oui. Donc ça sera... En complément. Voilà, mais ça sera son supérieur hiérarchique? Oui, ça le sera, automatiquement. Non, voilà, d'accord. La Donc maison pour des l'instant, jeunes. vous aurez 2 agents à l'accueil. Un homme, une femme. On a souhaité avoir un homme, une femme, au lieu d'avoir 2 hommes, puisque les jeunes de 9-13 ans, si c'est des filles, s'adresseront plus facilement à une femme, et si c'est des garçons, s'adresseront plus facilement à un homme. Oui, tout à fait. Merci. Très bien, on passe au vote. Bon. Ok, unanimité, je vous remercie. Ensuite, la délibération numéro 10, exonération de la redevance 2020 relative à l'occupation du domaine public par les commerces. Madame Castrignano. Il nous est demandé ici d'exonérer les commerçants du paiement de la redevance d'occupation du domaine public. Vous avez la liste des commerces concernés dans la délibération. Nous avions retiré cette délibération en décembre car nous pensions qu'il y avait des omissions, mais après vérification auprès du service financier et de la trésorerie, il s'avère qu'il ne manque rien. Pour information, cette exonération constitue un manque à gagner modeste pour la commune, puisqu'il s'agit de 1 500 € d'exonération. Après cette année de crise, qui se poursuit hélas en 2021, nous avons pensé que ce petit geste en faveur de nos commerçants durement éprouvés serait le bienvenu. Voilà. Très bien. Des objections? Normalement, vous le reconduirez pour 2021 s'il y a besoin. On verra. Compte tenu de la période que nous vivons, il y a de fortes probabilités, compte tenu de la faible somme que ça représente, c'est pas s'acharner pour si peu. Et voilà, bien sûr, on tiendra compte de la situation, mais bon, il fallait quand même le prévoir. Très bien, donc l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 11, reconduction de la subvention attribuée aux particuliers pour l'acquisition de vélos assistance électrique neufs pour l'année 2021. Ça marche très fort. Madame Fabre, s'il vous plaît. De soutien à l'achat de vélos électriques pour l'année 2021. Il est reconduit dans les mêmes conditions que les années précédentes. Et on a toujours des demandes en cours. Merci. Je signale à l'Assemblée que M. Éric de Valkener, qui a une obligation, va s'absenter et que procuration a été donnée à M. Duval pour ce vote. Ce n'est pas une obligation, hein, donc je sors du Covid, donc je suis un peu... toute la journée, là, c'est bon. Merci. On était au vélo électrique. Ok. C'est bon pour tout le monde? Pas d'objection, pas de contre, unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 12, modification du règlement intérieur du conseil municipal. À la suite de l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal le 15 décembre dernier, la préfecture a émis 2 observations. La première porte sur le délai octroyé aux conseillers municipaux pour adresser des questions écrites. Nous l'avions fixé à 72 heures avant la date du conseil municipal, mais il s'avère qu'un délai de 48 heures est préférable. Dont acte. La seconde porte sur l'ajout au dernier moment d'une délibération. C'est une pratique qui était courante jusqu'à présent, pas uniquement à Morières d'ailleurs. Apparemment, ce n'est pas souhaitable. Dont acte. Donc, nous nous conformons bien évidemment aux demandes des services de l'État et vous demandons de bien vouloir adopter ces modifications.
Par contre, nous aimerions bien avoir ce courrier, si on pouvait avoir un double de ce courrier du préfet. Je pense qu'on est en mesure de vous le fournir, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et juste pour je pense que ça doit être un mail... Pour savoir, est-ce qu'il s'oppose à ce qu'il y ait un ajout de délibération ou il s'oppose au fait de le mettre dans le règlement intérieur? Ce sont simplement deux observations qu'ils ont fait. Ils souhaiteraient que ce soit 48 heures et ils souhaiteraient qu'on ne fasse pas adopter des délibérations de dernière minute. D'accord. Donc, à partir de là, voilà. Enfin, ça reste tout à fait exceptionnel. Je crois qu'il me semble qu'on l'a fait une fois. Ça reste tout à fait exceptionnel. C'est dans le cas où, je ne sais pas, il faudrait donner une subvention rapide dans la semaine. On ne va pas faire un conseil municipal pour ça, réunir tout le monde. C'est quelque chose de pratique oui, tout à fait. qui est courant, mais pas fréquent, quoi. Hein. Voilà. OK. Donc, si tout le monde est d'accord, je suppose OK. Donc, unanimité, bien sûr, ça ne pose pas de problème. Je pense que nous avons fait le tour. Il reste... Allez, OK. Délibération numéro 13, c'était le chiffre. Délibération numéro 13, renouvellement de la convention type communale de coordination entre la police municipale de Montréal-les-Avignon et les forces de sécurité. Avant de passer la parole à ma collègue, c'est que ça fait tout le tour, hein, le parquet, c'est assez long quand même, je pensais que ça allait être plus rapide. Là, c'est simplement un renouvellement de la convention entre l'APM et ça n'a rien à voir avec la convention que nous avons passée avec le Pontet, dont les policiers qui viendront sont inclus là-dedans, quoi. Hein. Voilà. T'en prie. La convention de coordination avec les forces de sécurité de l'État arrive prochainement à son terme. Donc il convient de délibérer sur ce nouveau projet de convention pour 3 nouvelles années. Par ailleurs, l'article 19 de la convention fait référence à la convention de coordination avec la police municipale du Pontet qui pourra ainsi débuter dès le mois d'avril. Le projet de convention qui vous est présenté ce soir a été approuvé par les services de l'État ainsi que le procureur de la République. Si vous avez des questions? Non? Ben, c'est bon. Oui, l'exposé du rapporteur, le conseil municipal délibère et adopte la convention type communale de coordination entre la police municipale de Montréal-les-Avignon et les forces de sécurité de l'État. Annexe la convention communale de coordination et autorise M. le maire à signer la dite convention. Alors, pour rester dans la logique de notre vote du précédent conseil, nous allons nous abstenir. Bon, parce que nous sommes d'accord, bien sûr, pour le renouvellement de la convention avec la gendarmerie de Saint-Saturnin. Mais concernant notre position sur la mise à disposition de la police du Pontet, on avait voté contre, donc là, on va s'abstenir. OK, je comprends. Donc, 6 abstentions. Adopté. La délibération numéro 14, modification des membres de la commission communale de sécurité. En raison de la démission de M. Francis Parot de ses fonctions de conseiller municipal, il convient de le remplacer dans la commission communale où il siégeait. Aussi, il est proposé que Mme Marie-Laure Perdiguet soit désignée comme membre de la commission de sécurité. Les autres membres demeurent les mêmes. C'est bon? Pas de questions? On peut rappeler que parmi ces membres, il y a Sandrine Inierski, Marie-Laure Perdiguet, Jennifer Ahmed, Pierre-Jean Fossitano, Patrice Baudouin et Annick Dubois. Voilà, où l'exposé du rapporteur recueille la candidature de Madame Marie-Laure Perdiguet, approuve le vote de l'élu devant siéger à la commission communale de sécurité et approuve la constitution de la commission communale susnommée. Pas d'objection, pas de compte. OK, très bien. Donc, unanimité, je vous remercie. Et cette fois... Est-ce que je peux dire un petit mot? Je vous en prie, bien sûr.
Concernant le comité des fêtes, je voulais vous informer qu'il restait une certaine somme à l'association du comité des fêtes et ils ont fait don de cette somme à Solidarité Morière parce qu'ils en ont énormément besoin. Donc l'argent, l'intégralité de la somme qui restait a été reversée à Solidarité Morière. Très bien, je prends acte, je vous remercie pour cette information. Voilà, donc ils étaient très contents et c'est vrai qu'ils en ont beaucoup besoin en ce moment. Absolument. Voilà. Et puis ils ont une personne tellement active et tellement dévouée oui. que ça ne peut que l'encourager à continuer. Très bien. C'est parfait, vous les remercierez de ma part. Très bien. Bon, donc nous avons terminé et je clôture la séance à 8h25, 20h25. Merci à tout le monde. Bonne fin de soirée.